Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, l'impression que oui. Je vous remercie pour votre présence avec nous ce jour pour participer à ce webinaire que nous consacrons à l'immobilier de bureau utilisateur en Île-de-France. C'est un sujet que nous avons choisi avant les vacances d'été pour au moins 3 raisons. Nous sommes sur une typologie d'actifs non spéculative qui renvoie à un usage long terme d'un actif pour une entreprise. La deuxième raison, le marché de l'immobilier utilisateur reste actif malgré la situation économique actuelle. Et la troisième raison, c'est que le marché aujourd'hui offre des opportunités dans ce contexte d'incertitude. Pour animer ce webinaire, donc 4 personnes sont réunies pour organiser ce webinaire. Donc, il y a Cynthia Bernard, dirigeante de Leo Square, qui donnera un aperçu synthétique de la situation du marché francilien, particulièrement celui de Paris. Hugo Lemoin, un associé chez Colomer Expertise, expert immobilier, nous donnera les éléments clés impactant la valorisation des actifs de bureau. Clément Rozon, un des fondateurs du cabinet Rozon et Cohen, nous parlera du démembrement de propriété, un thème choisi qui va permettre d'optimiser la fiscalité à la structuration juridique d'une opération immobilière de bureau utilisateur. J'interviendrai en dernier. Je suis un des dirigeants de carte financement, responsable de la partie financement d'entreprise. Je vous partagerai avec vous les modes de financement utilisés par les prêteurs de la place, essentiellement les banques, les conditions actuelles de marché et les perspectives de taux sur les mois à venir. Sans tarder, je laisse la parole à Cynthia Bernard. Merci beaucoup Madi et merci pour l'invitation. Peut-être commencer effectivement ce webinaire par des valeurs un peu macro-marché. Donc moi, ce que je voulais vous partager dans un premier temps, c'est déjà de remettre un petit peu peut-être le marché du bureau vide dans son contexte. Aujourd'hui, le marché de la vente utilisateur, donc bureau vide, vente utilisateur, c'est la même dénomination entre guillemets. Ça représente à peu près 10 à 15% de la demande placée globale, donc à location-achat en Île-de-France. Et c'est une proportion qui est relativement stable année après année. Donc on est vraiment sur un marché, alors on ne va pas dire que c'est une niche, 10 à 15%, mais en tout cas, c'est une petite proportion du marché du bureau en général. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur l'activité de ce marché-là sur l'année 2024 et début 2025. 2024, ça a été une année qui a été globalement une mauvaise année sur le marché du bureau. Alors, au global, on a eu un recul à peu près de 11% sur l'année et ce qui représente... donc là, au global, location achat. Donc c'était une année qui a été déjà en repli, mais qui a été particulièrement marquée par sa contraction sur le marché du bureau vide. On a un repli de 15% des transactions en Île-de-France et Paris a été particulièrement touché parce que là, on a observé jusqu'à moins 50% de transactions sur le marché parisien. Donc, il y a pas mal d'éléments qui expliquent ce phénomène de contraction. Le premier, c'est évidemment le contexte économique, géopolitique, politique française, fiscale, qui a créé beaucoup d'incertitudes et d'attentisme sur le marché, parce que le marché du bureau vide, ça reste non pas un marché d'investisseurs, mais un marché d'utilisateurs. Mais c'est sûr que quand on est dans un contexte comme le nôtre en France et même au global, on a vu beaucoup d'utilisateurs se poser beaucoup de questions de est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut le faire maintenant, est-ce qu'il faut le faire plus tard, quelle va être la structuration de l'opération, est-ce que je prends un risque, quels vont être les changements fiscaux à attendre. Et donc tout ça a créé effectivement un vrai attentisme sur le marché
qui va être couplé par ailleurs à des difficultés de financement qui vont faire que l'activité, effectivement, en 2024 a été très, très, très fortement impactée. Depuis le début du 2025, là, sur le premier semestre, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a une étude CB1 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça sur le premier semestre 2025 qui montre qu'on est plutôt sur un regain d'activité depuis le début d'année sur le marché du bureau vide. Donc, c'est plutôt encourageant, même si on reste quand même sur des niveaux d'activité qui restent relativement faibles par rapport à certaines années. Et là, les derniers événements en plus politiques n'aident pas forcément, je pense, à ce qu'on aille dans un vrai regain. Mais en tout cas, il y a un petit sursaut depuis le début d'année, mais c'est un marché qui reste effectivement assez difficile. Voilà, donc après, si on regarde, je veux bien qu'on passe la slide d'après, sur ce marché-là, qu'est-ce que ça représente en volume? Au global, sur le marché, il y a location et achat, il y a à peu près 6 millions de mètres carrés disponibles immédiatement en Île-de-France. Et comme vous le voyez sur le graphe, le premier graphe rouge, c'est un stock d'offres qui ne cesse d'augmenter année après année. Donc, on a de plus en plus de bureaux qui arrivent sur le marché. Donc, on a un stock qui augmente assez fortement. Et si on se concentre sur le marché de la vente, principalement, on a une offre qui est assez abondante en Île-de-France. On a un peu plus de 500 000 mètres carrés disponibles. On est toujours à peu près sur ce ratio de 10-15%. Et le marché en Île-de-France, il est très, très largement sur-offreur sur les bureaux disponibles à la vente, à l'exception faite de Paris, qui lui reste le seul marché qui est aujourd'hui encore sous-offreur par rapport au nombre, au stock disponible de bureaux à vendre par rapport à la demande. On estime aujourd'hui qu'on pourrait encore absorber 20% d'offres supplémentaires à Paris par rapport à la demande, mais c'est un cas vraiment à part. Par rapport au reste de l'Île-de-France, où là, le stock de bureaux disponibles, il est 2 fois à 4 fois supérieur à la demande exprimée. Donc, on est vraiment sur un marché très, très différent entre Paris et la périphérie. Et on observe aussi un autre phénomène depuis quelques temps qui impacte aussi le volume d'offres disponibles de bureaux. C'est des propriétaires bailleurs qui sont aujourd'hui un peu plus que jamais ouverts à la double opportunité de louer ou de vendre leurs immeubles. Donc, ce qu'on va appeler un peu des ventes opportunistes, c'est ce qu'on va appeler aussi le marché un peu off-market. C'est le cas très précis d'un propriétaire qui aujourd'hui loue son immeuble ou loue son lot à des loyers qui sont par ailleurs assez élevés, mais qui est ouvert à l'opportunité de vendre. Et donc, on se retrouve avec des actifs qui ont un peu la double casquette, à louer ou à vendre, souvent avec des prix qui sont d'ailleurs assez élevés à la vente pour beaucoup qui sont des ventes qui sont opportunistes. Voilà. Ça fait la transition vers le sujet des prix du bureau qui restent très élevés. Donc là, on a encore une dichotomie qui est très forte entre Paris et le reste de l'Île-de-France. On voit que les prix de cession à Paris, ça c'était les données compilées 2024, on est à 11 300 € du mètre en moyenne de prix de cession à Paris, qu'on va comparer au reste de l'Île-de-France, où là, on va être plutôt entre 2 200 et 6 500 € du mètre, hein, donc entre le croissant ouest, petite couronne, deuxième couronne. Et on va noter aussi quand même que sur la partie croissant ouest, on dit que c'est à peu près 6 500 € du mètre en moyenne, mais il y a aussi un écart type qui est assez fort entre le croissant, les différents secteurs du croissant ouest, où on va avoir plutôt des prix qui vont tourner autour de 4 000 € du mètre sur la boucle nord du croissant ouest et qui vont avoisiner les 10 000 € du mètre, voire plus, sur le croissant ouest type Neuilly-sur-Seine. Donc, Paris versus le reste de la périphérie reste vrai. Les prix à Paris, même s'il y a une petite inflexion, restent quand même des prix qui sont hauts et qui sont aussi principalement tirés vers le haut par le QCA. Donc, le QCA, c'est le quartier central des affaires. Donc, c'est une grosse partie du 8e, un bout du 16e, 9e, mais c'est toute cette zone-là où là, on a des prix qui sont très élevés parce qu'on est à 18 000 € du mètre en moyenne. C'est des prix qui augmentent, hein, c'est à peu près 7% d'augmentation par rapport à l'année précédente et qui va vraiment tirer le marché vers le haut et qui est en divergence assez forte par rapport au reste de Paris. On va plutôt retrouver des valeurs qui vont être proches, d'ailleurs même plutôt des prix de l'habitation, mais on va être sur du 11 000, 10 000, 13 000 qui vont être les quartiers les plus chers sur la partie 5e, 6e, 7e. On a
un vrai marché de report sur le reste de Paris hors QCA, où les utilisateurs, principalement, vont se reporter parce que ça va leur permettre d'aller regarder des actifs qui ont des valeurs qui sont beaucoup plus abordables pour eux que les prix aujourd'hui dans le QCA qui sont à des valeurs très fortes et qui sont d'ailleurs, c'est pas rare de voir des valeurs au-dessus de 20 000 € du mètre, bien largement en prix de commercialisation. Donc, on a un marché qui reste haut, qui reste relativement stable et qui s'explique aussi, qui est assez concordant avec des loyers de marché qui sont eux aussi très, très élevés. Le loyer de référence QCA, ça reste plus de 1 000 € du mètre sur des actifs prime. On en parlait tout à l'heure, ça peut être 1 000, 1 100, 1 200 € du mètre parfois qui sont affichés sur certains immeubles. Donc, on voit vraiment un report vers le reste de Paris et voire même pour certains des replis ou en tout cas sur l'approche périphérique qui reste des actifs plus intéressants pour les utilisateurs. Et donc, en parlant d'utilisateurs, la dernière slide à vous partager, c'est sur les utilisateurs en eux-mêmes. Donc, on peut switcher la slide, s'il te plaît, Lucie. C'est les attentes et la motivation des utilisateurs. Donc, pourquoi dans ce contexte qui a un marché qui est relativement difficile, qui est incertain, où les prix sont hauts, qu'est-ce qui pousse encore les utilisateurs à rechercher des bureaux à l'achat? La motivation primaire, elle est très largement patrimoniale. Donc, ce qu'on entend, nous, de notre client, c'est je veux investir plutôt que cette fameuse phrase jeter un loyer par les fenêtres qui est très élevé par ailleurs de mes bureaux, je préfère acheter et me constituer un patrimoine qui va être soit un patrimoine que je vais pouvoir, qui va être constitutif pour ma retraite demain et ou un patrimoine que je vais pouvoir transmettre à mes enfants. Et donc, il y a une vraie logique patrimoniale autour de ça, ce qui fait que les utilisateurs, la plupart d'entre eux vont plutôt chercher des surfaces qui sont de moins de 1 000 m², et je dirais même principalement sur en tout cas nous ce qu'on voit, c'est principalement des recherches entre 100 et 300 m², la grande majorité des recherches, pour des actifs qui vont être peu ou prou en fait des bureaux qu'ils auraient loués par ailleurs. Et là, je pense que Clément pourra par la suite évoquer tout le montage qu'il y a autour de ça, mais le principe, il est de se dire je vais acheter un bureau, je vais le louer avec ma société, ça va me constituer un patrimoine demain. Et c'est d'autant plus une motivation que les loyers étant de plus en plus hauts à Paris, les utilisateurs sont pour la plupart, malgré le contexte, vraiment dans un arbitrage de se dire est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter. Après, la question, c'est est-ce qu'on arrive à acheter elle est un peu plus complexe, mais la motivation, elle va être celle-ci. Et ça va avoir aussi un impact sur la typologie de biens que l'utilisateur va rechercher. C'est-à-dire que quand un utilisateur vient nous voir pour un projet d'achat, peu ou prou, il veut acheter le bureau qu'il aimerait louer, sauf qu'on est sur un marché qui est beaucoup plus petit, on parlait de 10-15% du stock disponible, avec des attentes qui sont élevées, d'autant plus élevées que c'est un projet financièrement lourd, donc on n'a pas envie d'acheter n'importe quoi. Et donc, les attentes, ça va être des bureaux qui vont être bien placés, qui vont être attractifs, à la fois en se disant j'ai acheté un bel actif, mais qui vont aussi être attractifs pour les collaborateurs, parce que la plupart du temps, ces bureaux sont utilisés par les sociétés. Donc, il va y avoir aussi une vraie logique de trouver des actifs qui vont être attractifs pour attirer et retenir les talents. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement le lieu de travail est crucial dans les politiques RH. Et donc, on va avoir plutôt des souhaits de Paris Centre, des actifs qui sont centraux, qui sont lumineux, qui sont agréables et qui ne vont pas forcément être si faciles que ça à trouver parce que, le stock d'offres est petit et qui plus est, il faut avoir en tête que la plupart des profils de propriétaires aujourd'hui d'immeubles sont des institutionnels. Donc, ils vont détenir des immeubles de bureaux et généralement, ces institutionnels, ils ne louent pas, ils louent à la division leurs immeubles, mais quand ils vendent, déjà, ils vendent peu, mais lorsqu'ils vendent, en fait, ils vendent les immeubles en entier. Ils vendent rarement des lots de 100, 300 ou 500 m². Donc, en fait, le profil la plupart des propriétaires
sur des actifs de moins de 1000 m², ça va être des privés, des entreprises qui ont acheté et qui se séparent de leurs actifs ou des particuliers qui ont dans leur patrimoine du bureau, mais ça va être principalement sur ces lots-là, des rez-de-chaussée, des premiers étages. Donc, on a moins de choix, beaucoup moins de choix à l'achat qu'à la location, et ce qui fait que c'est souvent des projets qui sont un peu contrariés pour les utilisateurs parce qu'ils n'arrivent pas à trouver à l'achat autant de bureaux qu'ils aimeraient louer, mais à l'achat. Donc, il y a une vraie difficulté à faire rencontrer les attentes de l'utilisateur avec ce que le marché propose. Et quand bien même on arrive à trouver le bureau, ce qui arrive heureusement, il y a une difficulté après qui est celle qu'on a vue sur les derniers mois et années, qui sont celles du financement, qui font que la plupart des opérations aujourd'hui sont assez difficiles à mener, et on est dans un schéma de marché qui est assez complexe, même si on espère que les choses se dérident un petit peu. Voilà, donc ça, c'était le point marché. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je crois, dans le chat, on y répondra plus tard ou à la suite. Mais voilà, ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Et puis, je laisse la main à Hugo. Bonjour à tous. Donc, nous, on va évoquer le sujet structurant de la valeur de vos actifs. En immobilier commercial, tout part de la valeur globalement, puisque c'est elle qui va orienter les décisions structurantes, que ce soit de vendre, de conserver ou de repositionner un actif. La valeur va conditionner aussi bien la capacité à se financer, à se refinancer, puisqu'en fait, elle sert de principal indicateur de risque. Donc en gros, une parfaite maîtrise de la valeur, c'est absolument essentiel pour anticiper d'éventuelles difficultés, notamment sur vos financements avec des ruptures de covenant sur les financements. On peut prendre l'exemple de la slide qui suit, un cas concret où si on achète un actif 10 millions d'euros financé avec une dette de 6 millions, voilà, on a une LTV, donc c'est le ratio de valeur d'actifs de dette sur valeur d'actifs. On a un ratio de 60% à l'acquisition. Si en N+1, on a un stress de marché de 10%, la valeur de l'actif va reculer à 9 millions. Et là, si on a un ratio de 65% dans le prêt, on risque d'avoir une rupture de covenant. Donc, c'est précisément pour anticiper ce type de situation qu'on va décortiquer ensemble les facteurs qui influencent la valeur. Est-ce que tu peux changer de slide, Lucie? Merci. Donc, en immobilier commercial, la valeur d'un actif repose essentiellement sur deux paramètres. D'un côté, vous avez les flux, c'est-à-dire les loyers, et de l'autre, la prime de risque, autrement dit le taux. Donc, sur ces deux paramètres, il existe des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas totalement. Par exemple, la crise politique actuelle, la crise budgétaire, c'est des choses qu'on ne va pas maîtriser directement, mais qui influencent directement la valeur. Par exemple, une dégradation du contexte macroéconomique va impacter les conditions de financement et donc la prime de risque immobilière. Et une hausse des taux, comme on le sait, en immobilier commercial, ça se traduit mécaniquement par une baisse de la valeur des actifs. De la même manière, un resserrement de l'accès au crédit joue sur la liquidité du marché transactionnel, puisque moins de financement, c'est évidemment moins de transactions, et donc une pression à la baisse sur les prix. Donc sur ces facteurs exogènes, malheureusement, il n'y a pas de levier d'action direct. En revanche, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, notamment au travers du bail commercial. C'est ce qu'on va voir dans un prochain slide. Donc le bail. Le bail, il est absolument essentiel pour vous, acteurs de l'immobilier, pour bien piloter l'évolution des flux dans le temps. C'est par exemple intéressant de prévoir dans ces baux des clauses de revalorisation du loyer lors du renouvellement. L'idée étant de pouvoir ajuster le loyer si le marché évolue favorablement et que le loyer en place est en dessous de la valeur locative. Donc c'est en fait prévoir un levier contractuel pour revaloriser vos flux dans le temps. À l'inverse, on peut aussi penser à des clauses planchers dans les baux. La clause plancher va fixer un seuil minimum en dessous duquel le loyer ne pourra pas descendre, ce qui permet, par exemple, s'il y a un retournement du marché locatif,
de préserver ses flux existants. Ça, c'est un bon moyen aussi. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il te plaît? Alors, le bail permet également de sécuriser les flux au travers de la négociation de durée ferme. Une durée ferme longue va réduire le risque locatif perçu, évidemment, puisque ça va stabiliser les cash flows et donc améliorer l'appétence des banques à financer, puisque ça offre une visibilité directe et ça permet également d'améliorer la liquidité de l'actif. Donc ça, c'est un gros levier du bail, sécuriser des durées fermes avec les locataires. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Un point également important, on voit notamment beaucoup sur l'immobilier de bureau, c'est le distinguo entre le loyer facial et le loyer économique. Donc il faut bien distinguer les deux, puisque le loyer facial en fait correspond au revenu réellement encaissé, au revenu réellement affiché dans le bail, alors que le loyer économique va être le revenu réellement encaissé une fois les franchises déduites, les paliers ou les mesures d'accompagnement du bailleur concédé au locataire. Donc en fait, plus ces avantages sont généreux, plus le loyer économique se compresse, et évidemment, plus la valeur se dégrade. Donc la bonne gestion des actifs va consister à préserver le loyer facial tout en encadrant les concessions au locataire. Idéalement, quand on concède des choses à son locataire côté bailleur, il faut l'adosser à une durée ferme, ça peut être une contrepartie. Bien prévoir également de maintenir une indexation sur le loyer facial, le loyer contractuel, pour bien préserver la valeur de ses actifs. Parce que si on part d'une indexation sur un loyer à palier, par exemple, ça va réduire le flux indexé. Et idéalement, conserver la refacturation des charges et taxes durant la période de franchise. Voilà, et plutôt dans les concessions accordées aux locataires, plutôt privilégier des aides ponctuelles que des aides pérennisées. Ça va avoir un impact temporaire sur la valorisation. Une fois que les franchises seront purgées, on va récupérer la valeur de son actif. Voilà pour le bail commercial. On peut passer à la slide suivante. Ouais. Donc l'aspect juridique est super important pour la valorisation de vos actifs. L'aspect macro, il est absolument primordial, mais on n'a pas forcément de levier dessus et pas d'influence malheureusement. Et le nouveau critère de la valeur qui est absolument prégnant aujourd'hui, c'est celui des critères ESG. Aujourd'hui, le financement et la liquidité des actifs dépendent de plus en plus du poids des normes, avec le décret tertiaire, avec tous les critères qu'on nous impose, et l'état technique du bâtiment. Donc l'intégration de ces critères devient un véritable levier de création de valeur pour vous, acteurs de l'immobilier, notamment sur les actifs soumis au décret tertiaire. Sur le plan environnemental, améliorer la performance énergétique et réduire l'empreinte carbone, ça permet évidemment de diminuer les charges et de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes. Sur le plan social, proposer des espaces adaptés aux attentes des utilisateurs accroît évidemment l'attractivité du site et fidélise les locataires. C'est notamment le cas, on l'évoquait avec Cynthia, sur les bureaux, où fidéliser les collaborateurs, leur proposer des espaces adaptés, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. C'est un vrai critère extra-financier qu'il faut prendre en compte. Voilà, donc la valeur, c'est pas une donnée figée, c'est un vrai outil de pilotage qui va conditionner à la fois la stratégie, le financement et la pérennité des actifs que vous détenez en patrimoine. Voilà, je passe la main à je crois, Clément pour la partie structuration et fiscalité. Merci beaucoup et bonjour à tous. Du coup, ce que je retiens des deux premières présentations, c'est que il y a une vraie complexité pour trouver votre local et ensuite organiser juridiquement la mise en location de ce local. Une fois que vous aurez franchi ces deux premières étapes, logiquement, vous vous retrouverez avec le troisième intervenant, donc moi-même, pour voir comment on structure tout ça juridiquement. C'est vrai qu'acheter un local de bureau, c'est souvent un choix patrimonial qui est fort.
On l'a vu, on en a discuté, c'est des enveloppes qui peuvent être conséquentes, notamment quand on investit sur des actifs prime en QCA, c'est des actifs qui peuvent avoir des mètres carrés importants, donc c'est souvent le projet d'une vie. Ce serait dommage de mal le structurer et que l'État prenne une part importante, soit des loyers, soit de la plus-value lorsque le bien sera revendu si un jour un arbitrage se passe. Et ça, c'est tout l'objet de mon intervention. Je vais essayer de vous présenter un ou deux schémas intelligents qui permettent de structurer les bureaux utilisateurs. Donc, généralement, ce que tout le monde connaît, c'est les deux voies traditionnelles pour acheter des bureaux. C'est la SCI, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. Vu qu'on est un peu entre professionnels, vous connaissez aussi certainement les avantages et inconvénients de chacune. La SCI à l'IR, donc c'est une SCI qui est transparente, qui a l'énorme avantage de permettre d'exonérer une éventuelle plus-value de revente à très long terme, mais qui a l'énorme inconvénient de faire que le dirigeant d'entreprise qui a sa SCI à l'IR est taxé directement sur les loyers encaissés. Et ce, même si je n'ai pas de trésorerie dans la boîte. Je m'explique, j'achète un bureau de 300 mètres carrés en tant qu'avocat dans le quartier central des affaires, je lève une dette, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, de 5 millions d'euros. Mon loyer couvre à peu près ma dette. Mais en fait, j'ai 0 euros dans ma SCI parce que tout part à la banque. Mais je vais me retrouver avec un résultat imposable parce que le fait de payer la banque n'est pas une charge déductible. Ça va donc vous coûter 60 ou 65% des loyers encaissés, mais qui ne sont pas présents sur le compte en banque. Donc c'est très 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 difficile à organiser financièrement. De l'autre côté, évidemment, donc plus personne ne structure en SCI à l'IR pour des achats de bureaux, en tout cas assez peu de gens. De l'autre côté, j'ai la SCI à l'IS, qui elle est beaucoup plus douce fiscalement, qui permet d'avoir une fiscalité sur les loyers qui est vraiment allégée. Déjà, je suis plus sur des tranches d'imposition à 60 ou 65%, je suis plutôt autour de 25%. Et en plus, mon assiette fiscale est plus faible parce que je peux déduire des charges, les frais de notaire, je peux déduire les commissions d'agence, je peux surtout déduire ce qu'on appelle l'amortissement des murs, donc la dépréciation de la valeur chaque année. Tout ça mis ensemble fait que mes loyers sont assez faiblement taxés. Donc tout va bien, mais, parce qu'il y a évidemment un mais, comme souvent en fiscalité, le grand mais, c'est à la revente. À la revente, notamment sur des projets à long terme, le coût fiscal peut représenter 50% du prix de cession. Attention, je ne parle pas de la plus-value, je parle du prix de cession. Prenons un exemple simple. J'achète des bureaux 3 millions d'euros, je les amortis chaque année gentiment et je les revends dans 30 ans. Je prends un exemple vraiment à long terme. Dans 30 ans, en raison de l'amortissement, mes locaux auront une valeur comptable qui sera très faible au bilan de ma SCI. Du coup, quand je vendrai, même si je revends 3 millions d'euros, donc j'ai fait 0 plus-value, j'ai acheté 3 millions d'euros et je revends 30 ans plus tard 3 millions d'euros. C'est un cas assez improbable, mais mettons. J'ai fait 0 plus-value économique, mais fiscalement, je vais faire une plus-value d'environ 3 millions d'euros. Je simplifie. Donc je vais prendre 25% d'impôt sur 3 millions d'euros, alors même que j'ai fait 0 plus-value économique. Et derrière, l'intérêt de revendre, dans le cadre d'un départ en retraite ou quelque chose de la sorte, c'est de reprendre l'argent. Donc je vais repasser à la casse fiscale par une distribution de dividendes qui me recoûte 30%. Donc l'ensemble mis bout à bout, sur un projet à 3 millions d'euros, ça va me coûter 1,5 million. Vous aviez un associé, vous ne le saviez pas, c'est l'État. Il vous a pris 50% du projet à la sortie. Donc évidemment, si je vous dis tout ça, c'est pas pour vous affoler, mais c'est parce que des solutions existent. Et c'est la slide d'après, là où je vais vous présenter tout ça. L'une des solutions c'est encore la slide d'après, là j'ai déjà fait celle-là en anticipation. Le schéma qui tourne bien, c'est le démembrement temporaire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un schéma qui est de plus en plus connu, qui était jusqu'à présent assez confidentiel. Mais maintenant, avec LinkedIn, avec tout ça, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et c'est un schéma, on en entend aussi parler parce qu'il a été attaqué par l'administration fiscale, mais les contribuables ont eu gain de cause. Le schéma, je vous l'explique rapidement et simplement, même s'il y a des subtilités qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir une SCI à l'impôt sur le revenu, dans un premier temps détenue par le dirigeant d'entreprise. Cette SCI va acheter les bureaux. Ça, c'est l'étape numéro 1 qui est l'étape la plus classique.
En étape numéro 2, cette SCI à l'IR, je vais la démembrer. C'est-à-dire que je vais donner l'usufruit de cette SCI à ma société d'exploitation, qui est la société utilisatrice d'ailleurs des bureaux. En faisant ce schéma, fiscalement, j'ai un double intérêt. Premièrement, vu que l'usufruit est parti dans ma société d'exploitation, c'est ma société d'exploitation qui va être taxée sur les loyers. Donc si vous vous rappelez bien, vu que j'ai une société d'exploitation à l'IS, je vais avoir une taxation assez allégé, parce que je vais déduire mes frais de notaire, je vais déduire les commissions d'agence, je vais déduire les intérêts d'emprunt, et je vais déduire mon amortissement sur les murs. Donc, j'ai quasiment pas de fiscalité sur mes loyers. Par contre, en cas de revente, et c'est là où le schéma devient intéressant, c'est pas l'usufruitier qui est taxé sur le prix de vente, c'est le nu propriétaire. Et vu que mon nu propriétaire est une personne physique, les règles qui s'appliquent, ce ne sont plus les règles de l'impôt société, mais c'est les règles de l'impôt sur le revenu. Donc, si je reprends le même schéma, mais que je revends dans 30 ans, toujours mon schéma avec 3 millions d'euros d'achat de bureau, dans 30 ans, on revend, c'est le nu propriétaire qui se retrouve taxé sur les 3 millions d'euros, ça me coûte 0 parce que je suis une personne physique, que là, en l'occurrence, je n'ai pas fait de plus-value économique et que je ne prends pas en compte les amortissements, ça me coûte 0 et j'ai l'argent dans la poche directement parce que c'est une SCI à l'IR qui est transparente. Donc là, on vient de gagner 1,5 million sur le schéma. Évidemment, mon exemple marche encore plus s'il y a une vraie plus-value économique. Donc j'ai acheté 3 millions d'euros, je revends 30 ans plus tard 10 millions d'euros parce que j'ai bien travaillé mon actif avec le bail qui va bien, j'ai rendu mon bien ESG, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire une belle prise de valeur. Toute cette plus-value économique se retrouve complètement exonérée. Donc c'est un schéma qui fonctionne assez bien pour créer du patrimoine personnel en utilisant le levier de l'entreprise. Et si je pousse un cran plus loin, un cran plus loin, on peut aussi faire en sorte que le nu propriétaire, ce ne soit pas le dirigeant d'entreprise, mais ses enfants. Ce qui fait qu'au bout de 30 ans, lorsque je revends, je peux avoir une partie de la plus-value soit qui aille directement chez les enfants, soit qui retourne chez le chef d'entreprise, mais le jour où le chef d'entreprise n'est plus là, ça va gratuitement aux enfants. Donc là, j'ai bouclé l'ensemble de la boucle, j'ai optimisé la fiscalité des loyers, j'ai optimisé la fiscalité de la plus-value et j'ai optimisé la fiscalité successorale. Là, je ne peux pas faire mieux. A priori, sur un schéma comme ça, j'aurai de l'impôt à peu près nulle part et j'arrive à créer un patrimoine et le transmettre gratuitement aux enfants et le rendre liquide sans impôt. Évidemment, ce type de schéma-là est très avantageux, voire trop avantageux. Donc, ça a été regardé par l'administration fiscale, ça a été attaqué, on a eu des décisions. C'est un schéma qui fonctionne bien. C'est un schéma qui, si on respecte certaines règles, tourne bien et qui est validé en jurisprudence. Je ne suis pas en train de vous sortir un schéma du chapeau qui serait un abus de droit, c'est quelque chose qui est validé et revalidé. Il y a évidemment des précautions à prendre, c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi, fiscalistes, qui existent. C'est pour pouvoir vous guider là-dessus et structurer si le schéma est pour vous. L'une des grosses contraintes de ce schéma, par contre, c'est que c'est plutôt réservé à des investissements où je suis utilisateur. Pour pouvoir justifier un peu pourquoi est-ce que ma société d'exploitation prend l'usufruit, c'est pas un schéma qui va être adapté à un investissement patrimonial mais non utilisateur. Typiquement, acheter des bureaux mais pour les louer à un tiers. Acheter une boutique mais pas l'exploiter soi-même. Voilà, ça c'est un schéma qui va pas marcher pour ça. Mais vu qu'on est aujourd'hui sur un webinaire sur l'investissement utilisateur, c'est un schéma qui marche bien. Si vous voulez faire des investissements sans être utilisateur, il y a d'autres schémas qui peuvent exister. Il y a la SARL de famille qui peut exister. Il y a la société en commandite simple qu'on voit de plus en plus, qui permet aussi de réaliser ce type de schéma avec des loyers à l'IS, mais une revente à l'IR, avec des complexités de financement. Je pense que peut-être, Madi, tu pourras nous dire un mot là-dessus. C'est vrai que les commandites, c'est des structures qui sont un peu originales et peu utilisées, donc c'est plus dur à financer sur de la commandite, mais on arrive à peu près au même résultat qu'avec un démembrement sur ce type de structure, et c'est pas réservé à des locaux utilisateurs. Voilà, donc c'est vraiment un schéma, la commandite simple, qui a tendance à se développer. Nous, on commence à en structurer aussi au cabinet. Mais c'est un schéma qui n'est pas encore passé en jurisprudence, donc je suis un peu plus réservé. Par contre, le démembrement, c'est un schéma qui tourne bien, qui a eu le crash test des contrôles fiscaux. C'est quelque chose qui est ancien, qu'on utilise depuis longtemps, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, ma grosse recommandation. Si vous êtes là pour acheter vos bureaux utilisateurs, une fois que vous les aurez trouvés et que vous avez bien sécurisé tout ça, le démembrement de propriété, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Ce serait dommage de perdre 50% de votre investissement à la sortie si c'est mal structuré.
Voilà mon propos. J'espère que j'ai tenu dans les 10 minutes. Évidemment, comme dit plus tôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le Q&A ou dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci Clément. Avec Je plaisir. reprends la parole sur la partie financement des utilisateurs. Donc, je commencerai par une définition parce qu'il faut préciser, les banques ne raisonnent pas, je dirais, de la même manière que pourrait le faire un chef d'entreprise. Donc, le schéma utilisateur, c'est principalement le schéma dans lequel l'entreprise loue la totalité de l'actif. Et en général, ce qui se passe aussi, c'est que l'actionnariat de la société commerciale et de la société immobilière est le même. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et pour que le projet soit qualifié par une banque comme étant un projet utilisateur, il faudrait qu'à minima 50% des loyers soient issus de la société commerciale en question et à minima qu'il y ait un dirigeant commun entre les deux sociétés. Tout ça, évidemment, n'est pas gravé dans le marbre, mais c'est un peu c'est des situations que nous rencontrons assez régulièrement pour ne pas basculer dans ce qu'on appelle financement investisseur, qui est généralement plus cher. Et ça, ce point-là m'introduit le deuxième point qui est l'appétit des banques pour le financement. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que je dirais même depuis l'origine de notre activité, donc on a commencé en 2009, l'appétit des banques pour le financement des utilisateurs est nettement plus important que celui du financement d'investisseurs, pour une raison simple, c'est qu'il y a des contreparties commerciales qui sont notamment l'entrée en relation avec l'entreprise, voire avec le chef d'entreprise sur la relation privée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le contrat de prêt qui est négocié entre le prêteur, donc la banque, et la société immobilière est un contrat commercial qui n'est pas régi par le Code de la consommation, sauf certains points. Donc, c'est un contrat qui permet aux deux parties je dirais, de négocier de façon commerciale libre. Et ça peut plaire aux deux parties et à la banque de potentiellement avoir un PMB et moins de contraintes juridiques. Le troisième point que je voudrais aborder avec vous sur cette première slide, c'est une question, je dirais presque philosophique, qui m'est posée par certains clients: rester locataire ou devenir propriétaire. On peut énumérer, je dirais, un nombre très important d'avantages et d'inconvénients. Nous sommes dans une démarche positive, donc je parlerai plutôt des avantages. Les inconvénients, on les voit à partir du retournement de marché ou d'autres aspects liés à la solvabilité d'une entreprise. Mais clairement, une acquisition immobilière dans le cadre d'un financement utilisateur est incontestablement un atout pour l'accroissement du patrimoine du dirigeant. En général, une opération immobilière utilisateur est réalisée sur une durée de 12 ans à 20 ans, voire plus, quand il y a des valeurs résiduelles sur les financements. Du coup, l'opération, on va dire, va traverser plusieurs cycles économiques. Donc, il y a des périodes meilleures que d'autres. Donc, à la fin des fins, en tous les cas, l'histoire des 50 dernières années, voire plus, je dirais même beaucoup plus que ça, a montré que ce sont des investissements généralement résilients. Et puis, il y a quelques moments, on va dire, de chute, mais ça repart en général après. Le deuxième point qui rejoint le premier, ce sont des opérations non spéculatives. Donc, je ne vais pas qualifier un marchand de biens de spéculateur, c'est loin de mon propos, on en finance pas mal. Mais une opération de financement utilisateur est une opération qui est structurée dans le temps. Donc, dont l'objectif est de rembourser, évidemment, de créer un patrimoine et de rembourser le prêt par des flux, in fine, d'entreprise. Donc, c'est une opération, je dirais, assez prudente. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est les schémas de financement qui sont assez classiques et, on va dire, très rodés. On a ce qu'on appelle le crédit classique, donc ça ressemble parfaitement à ce que nous connaissons tous, l'investissement, on va dire l'investissement locatif pour un particulier, une acquisition via une SCI, particulièrement s'il y a un démembrement.
ou une autre société qui peut porter une opération immobilière sur un financement structuré sur des durées de 12, 15, 20 ans en général. Donc ça, c'est un schéma, c'est la majorité des schémas. Et le deuxième, c'est le crédit bail immobilier qui est utilisé, je dirais, presque à la marge. Si je veux évoquer uniquement le volet financier, le CBI, donc le crédit bail immobilier, présente un léger avantage économique, donc en termes de rentabilité d'un projet, pour notamment deux raisons, parce qu'il y a un report de fiscalité lié au suramortissement. Donc, je peux dire que c'est comme une sorte d'avance qui est faite par le Trésor public. Hein, donc, en tout cas, c'est des impôts qui ne sont pas prélevés immédiatement, qui sont prélevés plus tard. Et comme le temps, c'est de l'argent, comme on dit de façon populaire, donc l'effet de capitalisation donne un avantage au crédit bail immobilier. Le deuxième levier qu'on peut avoir, c'est lié à la structuration, donc avec un montant de dette légèrement plus important pour le crédit bail immobilier. En général, les crédits bailleurs demandent 10 à 15% de fonds propres en moins sur une opération, donc ce qui peut donner, donc conjugué avec l'effet fiscalité, donc un taux de rentabilité interne, si on va utiliser des mots un peu plus techniques, plus intéressant pour les crédits bail immobilier. À noter au moins deux inconvénients pour le crédit bail immobilier auxquels il faut faire vraiment attention. Le crédit bail immobilier est un outil d'investissement pour un utilisateur ou pour un investisseur de long terme, parce qu'il y a en général, je dirais de façon systématique même, une durée de détention minimale obligatoire qui est de l'ordre d'un tiers à la moitié de la durée du financement. Donc on ne peut pas sortir d'un contrat de crédit bail immobilier si on est sur un financement sur 15 ans, avant 5 ans, voire 7 ans. Et un autre point aussi très important qu'on retrouve chez tous les crédits bailleurs, c'est les indemnités de sortie du contrat. Donc, si on sort à partir des 5 ans ou des 7 ans, on se retrouve systématiquement avec ce qu'on appelle les indemnités actuarielles. Donc, c'est une sorte de compensation financière qui est faite à la banque, particulièrement dans un contexte de baisse des taux. Donc, il faut faire attention à ça. Dans les modes d'acquisition, on voit rarement un cas qui se présente, je dirais, de temps à autre, c'est une acquisition via une cession de titres. Ça, en général, on retrouve ce schéma dans le cadre de grosses acquisitions, particulièrement pour des ETI. La difficulté est d'appréhender la garantie, donc d'avoir une garantie hypothécaire sur l'actif. Maintenant, des mécanismes existent notamment la fiducie sûreté, qui commence à être utilisée de façon assez importante auprès des banques actuellement. J'aimerais partager également avec vous les principaux points qui sont regardés par les banques, par les prêteurs, pour financer un projet. Le premier point, c'est la partie immobilier. Donc, il y a, je dirais, quelques aspects qui sont, je dirais, non financiers. Donc, la partie administrative et les aspects ESG qu'a évoqué Hugo tout à l'heure. Donc, la partie administrative, un actif immobilier acheté dans le cadre d'une opération pour abriter, entre parenthèses, son entreprise. Donc, c'est des bureaux. Je parle du cas de Paris parce que la contrainte administrative est encore plus importante que dans d'autres endroits. Donc, tout ce qui est administratif doit être purgé et conforme le jour de l'acquisition. Il peut y avoir des exceptions. Quand le bien fait l'objet post-acquisition d'autorisation administrative, il faudrait que la valeur de l'actif le jour de son acquisition permette un usage, la valeur ne se dégrade pas en l'absence de ces autorisations et l'usage du bien pour l'entreprise soit possible. Donc, c'est uniquement quand il y a une amélioration, on va dire, de l'aspect administratif du bien. Deux ratios sont regardés par les banques pour prêter dans le cadre d'une acquisition immobilière utilisateur. Il y a un ratio LTV. Donc, il y a un expert immobilier qui va donner
une valeur à l'actif. Donc, on utilise ce ratio, donc, ce qu'on appelle le loan to value, c'est simplement le montant de la dette recherchée divisé par la valeur d'expertise de l'actif. Il faudra qu'il soit d'un niveau maximum de 90%. Encore une fois, ce chiffre n'est pas arrêté de façon définitive. On peut aller au-delà dans certaines situations, particulièrement pour des financements en crédit bail immobilier. Et surtout, si le deuxième ratio qui figure dans la slide, donc ce qu'on appelle le DSCR, c'est tout simplement la couverture locative, le permet donc d'avoir une couverture des loyers pour le crédit, pour les annuités de crédit recherchées. La deuxième partie, c'est l'analyse de l'entreprise, en fait le payeur final, enfin, l'entreprise qui va payer finalement le loyer, qui permettrait de rembourser le crédit. Donc il y a une analyse assez complète qui est faite par les banques. Donc les performances financières de l'entreprise, le secteur d'activité, la cotation de l'entreprise, la cotation des dirigeants et la cohérence du projet dans son ensemble pour le besoin de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi des aspects sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais c'est une partie assez importante dans le travail des banques. Le dernier point qui est analysé, c'est la structuration du financement. Donc, quel est le niveau des fonds propres, quelle est la nature des fonds propres. Parfois, c'est des quasi-fonds propres, donc il faut faire attention à tous ces points-là. Il y a également l'aspect garantie. La garantie principale dans une opération de financement de bureau utilisateur, c'est la garantie hypothécaire. D'autres garanties peuvent servir, notamment, je parlerai de caution personnelle, évidemment, on essaye de les éviter au maximum. Ça peut être partiel, ça peut être des cautions qui sont données sur une durée limitée. Particulièrement quand il s'agit d'acquisition de titres. Donc la garantie hypothécaire, on ne peut pas l'appréhender, donc on va aller chercher d'autres garanties. Donc Hugo tout à l'heure a parlé de covenant, donc c'est quelque chose également qui concerne principalement des projets d'une certaine taille, sur des acquisitions, je dirais, à moins de 5 millions d'euros. En général, les covenants, il n'y a pas de covenant dans les contrats. Évidemment, la banque fait des revues annuelles des dossiers de crédit qui sont en cours, mais il est rare qu'on ait des covenants dans les contrats de prêt. Au-delà d'un certain montant, donc 5 millions, 10 millions et au-delà, donc il y a des covenants, donc c'est des ratios en général, particulièrement de valeur, ce qu'a bien illustré tout à l'heure Hugo dans son propos. Donc la structuration est un élément aussi essentiel. Plus la structuration est sécurisante pour la banque et pour l'emprunteur, plus on aura de chances d'obtenir un financement pour son projet. Je passe aux conditions de taux. C'est un sujet d'actualité. Vous voyez donc au centre de la slide 3 courbes. Donc, ce que je peux vous dire de façon très sommaire, c'est qu'il y a 2 grands indicateurs. Donc, il y a un indicateur, on va dire, sur les finances de l'État qui s'appelle l'OAT. Il y a plusieurs maturités, mais celle qui la plus citée, et je pense peut-être la plus liquide, hein, je ne saurais pas vous dire est-ce que c'est ça, mais je pense que oui. Donc c'est l'OAT 10 ans, c'est l'obligation assimilable du Trésor français à 10 ans. Donc ça concerne les finances de l'État, c'est le taux auquel l'État français emprunte sur 10 ans. Et sur les marchés, sur les mêmes marchés financiers, des acteurs privés, donc ça peut être des banques, ça peut être des grandes entreprises, font appel à ces mêmes marchés, donc ils se retrouvent en concurrence quelque part avec ces acteurs étatiques qui empruntent. Et pour coter les taux, les grands financeurs de la place, donc les grandes banques en général, cotent ce qu'on appelle des swaps. En fait, un swap, c'est tout simplement la transformation d'un taux variable en taux fixe sur une durée assez longue. Donc là, j'ai choisi le taux swap 10 ans et le taux 15 ans, et je les ai comparés à l'OAT 10 ans. Donc, vous voyez que les courbes sont quasi parfaitement
superposées l'une sur l'autre. La raison de ça est très simple, c'est que les deux, l'OAT 10 ans est considéré comme étant le taux sans risque, donc c'est l'État français, et le swap, c'est le taux de référence pour les prêteurs, emprunteurs privés sur ces mêmes durées également, sans parler de la marge. Donc, de façon théorique, on peut dire que les swaps de taux normalement est légèrement plus cher que l'OAT, ce qui n'est pas toujours le cas parce que le swap, il est coté sur, on va dire, sur tous les pays européens quelque part, donc sur le marché européen, sur le marché des finances européennes, donc c'est la zone euro. Et l'OAT concerne l'État français, donc on peut rajouter des courbes d'autres pays, mais je pense que ce n'est pas utile pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que sur ce graphe, vous voyez deux grandes périodes. La période juste après la crise financière de 2008, donc avec une baisse de tous ces taux jusqu'à le post-crise sanitaire et guerre en Ukraine avec une remontée assez brutale et assez forte des taux. Donc les banques, pour prêter, pour revenir à notre sujet, à un entrepreneur qui va acheter ses bureaux, ou même pour un autre projet, mais on se concentre uniquement sur cet aspect bureau. Donc c'est le swap de taux qui est destiné aux clients entreprises, sur lequel on va rajouter une marge d'intermédiation. Cette marge d'intermédiation va inclure la marge de risque, la marge liée à tout le travail que ferait la banque, donc ce qu'on appelle une marge de transformation, qui est en général entre 100 points de base et 200 points de base. 100 points de base, ça représente 1%. Donc, si l'OAT est à un niveau, on va dire, de 3,5%, le swap, il devrait être à un certain niveau. Aujourd'hui, le swap 15 ans, il est inférieur à 3%. Donc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre, mais c'est l'état du marché. Donc, il faudrait rajouter 1%. Donc, on se retrouve aux alentours de 4%. Encore une fois, tout ça n'est pas une science exacte parce que ce n'est pas des chiffres arrêtés définitivement. Donc, la marge que rajoute la banque dépend de la qualité de risque de la contrepartie et surtout de la contrepartie commerciale que peut avoir un banquier, enfin les contreparties commerciales que peut avoir un banquier. Et on parle de PMB complémentaire, de side business pour les anglophones, qu'on peut faire avec un entrepreneur qui achète ses bureaux. Donc, c'est l'entrée en relation avec le dirigeant et avec l'entreprise. Et cette marge peut être compressée de façon assez significative à 50-60 points de base. Il est même arrivé il n'y a pas très longtemps chez nous d'avoir quasiment un taux égal au taux du swap sur un financement qui était destiné à une très grande entreprise. J'aimerais également vous parler des perspectives de taux. Comme l'a indiqué tout à l'heure Hugo, il y a plusieurs paramètres qui sont déterminants ce qu'on appelle les taux de capitalisation, mais pour notre cas à nous, des taux d'intérêt. Il y a plusieurs facteurs qui sont connus, on va dire, de tout le monde. Une élection présidentielle aux États-Unis, la guerre en Ukraine, enfin, des événements ponctuels parfois qui peuvent durer dans le temps et influencent l'état des finances européennes et particulièrement françaises. Donc ça fait bouger les courbes des taux. Pour notre présentation d'aujourd'hui, nous avons choisi un sujet que nous pensons être le poids le plus important sur les taux aujourd'hui, donc à savoir le niveau des dettes publiques des pays européens. Donc ce que vous voyez dans cette carte qui est établie par l'Institut Statista, c'est l'état des dettes de chaque pays, sachant que le ratio normatif qui a été convenu entre les pays européens, c'est d'être en dessous de 60% de ratio dette sur le PIB de chaque pays. Hélas, ce qu'on voit sur la carte, c'est très, très peu de pays, en tout cas les grands pays de l'Union européenne, de la zone euro, ne respectent pas ce ratio. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc sur
les marchés, donc ces pays se retrouvent en concurrence avec les finances privées. Donc ce swap est impacté par les taux auxquels empruntent les États. Donc ça pousse quelque part les taux à la hausse, hein, donc ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Donc on se retrouve dans une situation potentiellement dans les prochains mois, les prochaines années, tant que le sujet de la dette n'est pas réglé, les taux, on a du mal à croire que les taux baisseraient dans les années à venir. Pour conclure, ça a été déjà dit par les trois intervenants, donc Cynthia, Hugo et Clément, que je remercie, et je voulais aussi vous dire que ce sont des intervenants avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, que nous connaissons pour la qualité de leur travail, leur connaissance du territoire parisien, donc, ou francilien de façon générale, hein. Je parle de Léo Square et de Hugo Lemoin pour connaître bien le marché. Pour ce qui est de Clément sur toute la partie conseil juridique, structuration fiscale, donc comme ça a été déjà précisé, donc un dossier d'acquisition, une réflexion pour une acquisition immobilière de bureaux utilisateurs peut commencer avec l'un des acteurs, mais si on choisit un sens à partir du sourcing, donc Cynthia Bernard saura vous guider sur les attentes, enfin réfléchir avec elle à travers toute son expérience sur les attentes des utilisateurs et compléter vos attentes à vous. Hugo Lemoin de Colomer Expertise, donc les expertises sont régulièrement demandées par les banques et les expertises, il faut que l'expert en question ait toutes les accréditations, et c'est le cas de Colomer Expertise, dans un délai de réactivité nettement plus intéressant que ce qu'on peut voir auprès des grands acteurs de la place. Pareil pour Clément Rezan sur la partie structuration financière. Et pour terminer, pour ce qui est de carte financement, donc nous pouvons vous aider à présenter vos projets avec tous les points essentiels attendus par les banques et vous apporter les meilleurs conseils pour la structuration financière et pour effectivement aussi compresser ces marges de taux, c'est de procéder à une mise en concurrence saine entre les banques. Carte financement à près de 250, plus de 250 partenaires financeurs, des banques ou d'autres acteurs financiers. Donc c'est le seul moyen de pouvoir trouver une solution à son projet et surtout d'améliorer la qualité du rendu à la fin. Et je vous remercie, c'est mon mot de la fin. Merci beaucoup Mehdi pour cette invitation. Merci Clément. L'organisation. Donc pour les questions, donc je profite aussi de je passe à la dernière slide dans laquelle vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous. Donc les questions, vous pouvez les poser directement sur le chat là, mais on arrive un peu à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, que ce soit sur un projet qui est déjà mature ou sur une réflexion tout simplement, sur une structuration ou sur une capacité, jauger votre capacité à emprunter sur un projet ou calibrer un montant d'emprunt, n'hésitez pas à faire appel à nous. Il y a une petite erreur, m'a dit, sur mon numéro de téléphone dans la présentation, et je mets dans le chat mon bon numéro. Ah, Si vous avez des questions, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me solliciter. Si vous n'avez pas de contraintes, Cynthia, Clément, Hugo, on attend encore 2-3 minutes, hein, si vous pouvez, s'il y a des questions ou des points que voudraient aborder les participants.
Avec grand plaisir. Pas de souci de mon côté. Il faut ouvrir la rubrique chat, c'est ça? J'ai mis démarrer la discussion. Je ne sais pas si j'avais pas tardé D'accord. à le faire, mais c'est fait désormais. Je tape juste un texte pour voir si ça s'affiche bien chez moi. Là, il y a quelqu'un qui écrit. Donc, C'était moi. Ah, c'était toi. Non, il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, je pense. Ok. Ah. Ah, il y a quelqu'un qui me dit que le chat est bloqué. On ne peut pas écrire. Oula, c'est pas bon ça. Ah, c'est pas bon. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi le chat est bloqué, parce que là, je vois accès semble Dans la illimité. conversation, ça Ah fonctionne? ouais, Il est écrit l'accès conversation. semble limité aux intervenants. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je peux faire. Dans la conversation, il y a Olga et Emmanuel qui ont échangé. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Ça fonctionne. Ça semble fonctionner désormais. Enfin, Ça ne fonctionne pas, soit les gens n'ont pas de questions. Ouais, c'est très bien. Est-ce qu'on a été clair? C'est ça. Bah, c'est par mail, Hubert, hein, parce que là, je pense qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou d'une autre. Hein. De toute façon, ça serait disponible par mail, téléphone ou autre. Voilà. Bah, prenez les coordonnées, sauf pour le cas de Hugo, il y a une petite erreur. Pas bloqué. Alors, qu'est-ce que nous dit Lucie? Le chat n'est pas bloqué puisqu'on voit les messages des participants. Très bien. Bah, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Merci. Et Merci nous à restons tous. à votre écoute. Merci bientôt. pour l'organisation. Merci À bientôt, de l'organisation. À Merci. bientôt. Merci Au à revoir à vous. tous. Au revoir.